Bonjour docteur. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Je suis ici en tant que présidente de l'association Iceberg, dont l'objet est de bien vivre le trouble bipolaire. Je m'appelle Marie-Kay Sénéchal et je suis moi-même concernée par cette pathologie. Donc, je suis médecin psychiatre en cabinet libéral depuis pratiquement une trentaine d'années. Dans les 15 premières années de ma pratique, j'ai essentiellement pratiqué la psychothérapie individuelle ou familiale. Et puis je me suis ensuite totalement recentré sur le cœur de métier de la psychiatrie. Oui. Qu'est-ce que vous appelez recentré sur le cœur de métier? Le cœur de métier de la psychiatrie, c'est le diagnostic le plus précis possible des affections médicales, psychiatriques, et des troubles associés, et puis les traitements médicaux. Les traitements médicaux, pas seulement médicamenteux, mais aussi tout ce qui concerne l'hygiène de vie, la nutrition, etc. Donc, j'ai fait ce recentrage suite à la prise de conscience de ce qu'on pourrait appeler le drame du retard de diagnostic. C'est-à-dire qu'en moyenne, le retard de diagnostic pour un trouble bipolaire est actuellement de 8 ans. C'est une moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent encore plus longtemps ou qui ne sont même jamais diagnostiqués. Et le retard au diagnostic a des effets extrêmement délétères. C'est-à-dire que tout épisode maniaque ou dépressif a des effets neurotoxiques. C'est-à-dire que la maladie elle-même abîme le cerveau. Ça, on peut le voir en imagerie très précisément. Certaines zones du cerveau, comme les hippocampes, peuvent diminuer de volume, d'autres, comme les amygdales, qui sont les structures du stress et de la peur, peuvent augmenter de volume, etc. Donc plus la maladie évolue sans être traitée, et plus elle abîme le cerveau. Et les patients non traités peuvent être amenés aussi à consommer de l'alcool, à se mettre en danger sous toute forme d'actes dangereux, et puis ont des conséquences donc, dans leur couple, dans leur famille, dans leur métier, ce qui arrive à des situations extrêmement dégradées. Et puis en plus de ça, plus la maladie évolue sans être traitée, et plus elle est difficile à soigner ensuite. Donc le retard de diagnostic est un vrai drame. Et je me suis rendu compte que pour l'éviter, il faut mettre en place une démarche diagnostique précise et systématique. C'est-à-dire que le drame du retard diagnostique repose sur un autre drame, si on peut dire, c'est que le diagnostic n'est pas en lui-même très difficile à faire. Alors souvent on explique le retard du diagnostic par justement les difficultés, les pièges diagnostiques qui sont bien connus, qui existent, mais un trouble bipolaire se caractérise par un épisode maniaque ou un épisode hypomaniaque. La classification américaine des maladies mentales, qu'on appelle le DSM dans sa version numéro 5, précise qu'un trouble bipolaire de type 1, c'est simplement d'avoir eu un épisode maniaque. Un trouble bipolaire de type 2, c'est d'avoir eu un épisode hypomaniaque plus un épisode dépressif. Donc un épisode maniaque ou hypomaniaque, c'est du sur-régime mental. C'est-à-dire qu'il y a une accélération à la fois de la pensée, à la fois des émotions et à la fois du corps. Donc les pensées se bousculent dans tous les sens, les émotions sont exaltées avec de l'euphorie, mais aussi il peut y avoir de la nervosité, de l'irritabilité. Et puis le corps est agité, ce qui peut conduire à des troubles du comportement. Donc la manie, c'est la version majeure, où il peut y avoir même un décrochage de la réalité avec des idées délirantes. L'hypomanie est une version un petit peu atténuée. Mais donc pour faire un diagnostic de trouble bipolaire, il suffit de mettre en évidence dans la vie du patient un épisode maniaque ou hypomaniaque. Ce qui se fait par l'interrogatoire. On peut être aidé par l'interrogatoire des proches, ce qui est extrêmement précieux et qu'il ne faut pas négliger, et puis par des questionnaires. Donc il y a notamment le questionnaire Mood Disorders Questionnaire en anglais, donc MDQ en abrégé, de 13 items, donc c'est pas bien long, ou la checklist d'hypomanie de Angst, ANGST, du nom d'un grand promoteur de la connaissance des troubles bipolaires, et qui fait une page aussi. Donc si on fait passer ce questionnaire, on recueille déjà énormément d'informations, plus les informations de l'entourage, plus l'interrogatoire du patient, on arrive à voir s'il y a eu ou non un épisode maniaque ou hypomaniaque, et avec ça, le diagnostic est en grande partie fait. Ensuite, il doit être complété, mais
Le problème donc n'est pas la difficulté du diagnostic, mais est l'absence souvent de mise en œuvre d'une démarche diagnostique. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté la psychothérapie pour m'appliquer à mettre en place ces démarches diagnostiques précises. D'accord. Alors, je pense que vous allez pouvoir nous dire pourquoi les médecins ne font pas ces démarches-là de recherche de diagnostic. Donc, petit point, je vais répondre. Petit point, il y a eu une recherche tout à fait intéressante où on a demandé à des médecins généralistes d'administrer ce questionnaire MDQ systématiquement à tous les patients déprimés qui venaient les voir. Et ils ont trouvé 7% des patients tout venant pour une dépression qui avaient eu un épisode maniaque ou hypomaniaque. Donc d'emblée, avec peu de frais, ils ont détecté 7% des patients bipolaires parmi les patients dépressifs. Donc, si on les avait formés un petit peu plus avec d'autres éléments, ils auraient pu trouver sans doute plus de bipolaires parmi les dépressifs. Donc c'est pour dire qu'avec un programme de recherche, on arrive à mettre en évidence qu'on peut facilement faire ces diagnostics. Alors pourquoi c'est très peu fait en pratique? Je pense que ça tient essentiellement à la pratique de la psychothérapie par les psychiatres, chose dont je peux parler librement parce que je me fais pendant 15 ans et dont je mesure les effets. C'est-à-dire que la psychothérapie est extrêmement précieuse et importante et capitale, mais elle repose sur une logique qui est diamétralement opposée à la logique médicale. C'est-à-dire la psychothérapie elle repose sur l'écoute flottante. On laisse le patient associer librement ce qui lui vient à l'esprit, donc on ne va pas le questionner. Si on lui pose des questions, c'est pour relancer un questionnement sur les conflits de l'enfance, la manière de vivre en famille, le conflit oedipien, ou alors sur un plan plus strictement familial, on regarde les frontières dans la famille, qui a le pouvoir dans la famille, etc. Mais ça ne ramène absolument pas, et on ne cherche pas du tout à ça, ça ne ramène pas du tout des éléments médicaux, d'antécédents familiaux, d'histoires pathologiques, etc. C'est un peu comme la théorie ondulatoire et corpusculaire de la lumière. La lumière elle peut être envisagée soit comme des ondes, soit comme des corpuscules. Donc les deux sont vrais, mais les deux sont diamétralement opposés. Donc on ne peut pas à la fois concevoir la lumière comme une onde et comme un corpuscule, il faut choisir. Donc quand on a un patient, on ne peut pas à la fois avoir la logique de la psychothérapie où on laisse l'écoute flottante, on n'est pas du tout directif, et puis la logique médicale où au contraire on prend les rênes, on est très directif, on a un interrogatoire qui est protocolisé, et puis on cherche des éléments médicaux. Et puis on construit le diagnostic, avec l'aide du patient on va y revenir, mais de manière quand même assez active. C'est pas du tout la même épistémologie, c'est un grand mot, mais enfin, la même logique que la psychothérapie. Donc en pratique, il y a quelque chose à approfondir sur comment manier ces deux logiques. Enfin peut-être, c'est une sorte de bouteille qui m'est venue en entendant la radio ce matin. On peut faire comme les circulations alternées avec la pollution. Les psychiatres qui veulent faire à la fois la psychothérapie et la psychiatrie, il faudrait que le jour pair ils fassent la psychothérapie avec leur casquette d'écoute flottante et d'accueil des éléments psychologiques, et puis les jours impairs, la casquette de médecin avec la blouse blanche, et les enquêtes structurées pour faire un diagnostic médical. Enfin, pour dire qu'il faut choisir entre les deux, non? Est-ce que vous pensez que la formation ou la non-formation des médecins est en cause? Est-ce que vous pensez que si la formation était améliorée, le retard au diagnostic serait diminué? C'est fort possible, oui. Enfin, il y a une marge de progression tout à fait importante, qui touche aussi à un autre problème qui est l'acceptation de la notion de spectre bipolaire, c'est-à-dire de ne pas voir les troubles bipolaires simplement comme conduire à contresens sur l'autoroute ou se promener tout nu dans la rue, associé au fait d'être au fond de son lit dans une mélancolie profonde. La bipolarité, ce n'est pas que cela, c'est aussi des gens qui continuent à travailler tout en étant excités, et puis qui continuent aussi à faire face tout en étant déprimés. C'est aussi des cyclotimiques qui varient plusieurs fois d'humeur dans la journée. Donc c'est tout un ensemble de pathologies, et il faut ouvrir le champ plus largement pour pouvoir repérer toutes les formes de bipolarité.